Bonjour Alexandre Jolien, bonjour Jean-Pierre Brouillot. Bonjour Lily. Bienvenue. Ouh, ça a l'air grand ici, Alexandre, non? Voilà, Ça a là l'air vous avez une merci. chaise. Et ça va. Ah ouais, c'est immense. Immense. Alors sur la table, vous trouverez, il y a de quoi boire. C'est bon, Vous avez un verre d'eau et des pâtes de fruits. Je ne sais pas si vous aimez, mais Waouh. Merci. je vous laisse vous servir en tout pour cas. la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à la seconde édition de The Place to Be. Et cette année, le thème, c'est l'illusion de l'anormalité. Alors, anormal en un mot. Hein. Alors, avant de nous plonger directement dans le vif du sujet, je vous propose de nous arrêter quelques minutes sur votre parcours et sur vos œuvres. Et comme je sais que vous vous connaissez déjà un petit peu, est-ce que vous seriez d'accord pour faire une présentation, un portrait rapide l'un de l'autre ? Un homme de la sensibilité extrême, Alexandre, avec une capacité qui m'impressionne pour s'exprimer en public sans avoir un support d'écrit. Moi, je serais incapable de m'exprimer comme toi, notamment quand on était ensemble à Émergence, tu sais, le festival autour de la pleine conscience en Belgique. J'ai bu tes paroles là-bas et j'étais très impressionné. Autrement, Alexandre est connu comme philosophe, mais bon, moi j'ai envie de le connaître comme être humain, c'est-à-dire derrière l'étiquette que tout le monde lui accole. L'étiquette, c'est-à-dire ? C'est-à-dire par quoi il est connu. Il est connu par le fait qu'il écrit des livres et qu'il soit philosophe. Et moi, ce qui m'intéresse profondément, comme toute rencontre, c'est l'humain. L'humain dans ses coulisses. Donc vous le décririez comme quelqu'un de profondément humain ? Ah bah oui. Oui. Et drôle. Et drôle. Ça vous convient, Alexandre, comme descriptif ? Ouais, c'est pas mal. Merci, je suis vraiment touché. Et vous, pour décrire Jean-Pierre, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Moi, j'aime beaucoup les philosophes, mais j'ai pas beaucoup rencontré de sages espiègles et rigolos, et je dirais que Jean-Pierre est un bon candidat pour être un sage espiègle et rigolo. Ouais, par exemple. C'est vrai qu'on associe la sagesse à quelque chose de sérieux, rigoureux. Et Jean-Pierre, il a une sagesse qui fait péter les cadres et qui est tellement libératrice. Moi, je trouve que les pâtes de fruits sont meilleures dans ton assiette, Alexandre. Toujours. Elles n'ont pas du tout le même goût, tu vois. À croire que le champ est plus vert que chez les voisins. La preuve, elle est vide. Alors là, vous entendez quelque chose ? Est-ce que ça vous parle ? Ça fait très rituel, oui, effectivement. Ça fait tambour. Ça me fait penser au peuple premier, moi, que j'ai pu rencontrer dans des rituels. Mais ça n'a pas du tout le son d'un tambour indien ou... Alors je vous aide un petit peu. C'est un rythme chamanique. Et je vous propose justement un rythme chamanique pour introduire la thématique de l'illusion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je pense que c'est le travail d'une vie d'aimer le réel sans se la raconter, sans fuir dans les arrière-mondes, comme dirait Nietzsche. Quand je pense à Jean-Pierre, je pense à un amour de la vie. Et moi, j'allais dire, j'en suis pas là. Je suis encore à aimer des choses dans la vie, c'est-à-dire, je sais pas, la joie, ma femme, mes enfants, les rencontres. Moi, j'aime beaucoup ta femme aussi, Alexandre. Mais aimer la vie dans son entier, et puis on vient d'écouter les chamans, le retour au tout, au grand tout, qui est vraiment la libération. Et donc l'illusion, c'est peut-être de rester bloqué
sur soi dans ses projections, dans son cinéma intérieur. Si j'ai pris aussi l'idée du chamanisme, c'est une voie d'exploration, de transformation. Et je me demandais, est-ce que chacun de vous, à votre manière, vous vous sentez dans cette démarche dans la vie? Inévitablement, si tu veux, la société essaye de nous formater. Les parents, moi on me disait quand j'étais adolescent, mais t'inquiète pas, tu seras comme tout le monde, il faut, il y a qu'à. Des fois je me retournais comme ça, je disais mais il est où il faut et il y a qu'à, je ne les connais pas, moi j'en vois aucun, je regarde les gens autour de moi, voilà, ils ne ressemblent pas du tout à il faut, il y a qu'à. Et à un moment donné, en tout cas moi de mon côté, j'ai senti que si je voulais être léger comme pétale de rose, il fallait que je prenne mon propre chemin sans tenir compte du poids du regard des autres, tout en connaissant les lois sociétales pour pouvoir jongler avec et rester correct, mais sans être déterminé par... Alexandre, vous auriez quelque chose à dire là-dessus? C'est dingue comme entre différentes marginalités, on veut dire, il y a des ponts, il y a des points communs. Et c'est vrai que moi j'ai senti l'éducation, notamment dans un centre pour personnes handicapées, comme une orthopédie de l'âme où on devait finalement réparer la bête. Et par instinct de survie, j'ai très vite compris qu'il fallait sortir des cadres. Et comme tu dis, non pas pour ça jouer anticonformiste et pour faire tout péter, mais parce qu'il y a un côté sclérosant à être à côté de ce qu'on est profondément. C'est beau ce que tu dis, parce qu'en fait, l'illusion où elle est aggravante, c'est quand on sent qu'on n'est pas à sa place dans cette vie, dans quelque situation que ce soit. Et l'illusion, on le paye toujours par un inconfort, en fait. Parfois très subtil. Hein. Parce que, alors pour continuer dans cette question d'illusion, et où on oppose souvent aussi le terme réalité, je vais citer un chaman que vous connaissez peut-être qui s'appelle Don Miguel Ruiz, qui a écrit un livre, Les 3 questions, entre autres. Il en a écrit d'autres, mais dans ce livre-là, il dit « Un mensonge est une déformation de la réalité, mais pour décrire la réalité, nous la déformons automatiquement. » Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on est tous des menteurs alors pour vous? Dès qu'on fait du réel un objet, on donne à manger à la bouche de l'illusion. Vous pouvez nous préciser un petit peu? Ben, finalement, c'est la non-fixation qu'on trouve chez les bouddhistes. On fige les trucs en disant on en fait des objets. Et pardon, j'ai dupliqué les peines de fruits, mille excuses. Oui, quand on dit ma joie, ma colère, ma peur, c'est comme si on en faisait des objets solides, des cailloux qui nous tomberaient sur la gueule, alors que tout est mouvement, non-fixation, justement. Et comme il dit le Bouddha, dès qu'on s'accroche à quelque chose, il y a souffrance. Et les mots font qu'on ment, mais comme tu as dit avant, on peut jongler avec les mots et savoir que c'est des étiquettes finalement. C'est ça. Et ce qui importe, pardon, c'est vraiment la confiture plutôt que l'étiquette du pot de confiture. Parce qu'effectivement, dans cette question de réalité ou de mensonge, il y a l'idée aussi de se dire, est-ce qu'il y a des conséquences finalement à penser que sa propre réalité, c'est la même que celle de tout le monde? Alors elle est à la fois la même et à la fois différente.
Et on ne peut pas opposer ces deux concepts-là. Mais toi, au moment où Alexandre, alors moi je ne saisis pas Alexandre par le visuel, mais quand il s'exprime, il rentre dans l'espace que je suis. Pas que je suis Jean-Pierre, que je suis ceci ou que je suis cela. L'espace qui me permet de dire je suis. J'ai envie de dire que l'illusion, c'est toujours quelque chose qui est lié à la projection, comme disait Alexandre tout à l'heure, et à la mémoire. Alors que le réel, c'est plus associable à la perception, de l'immédiateté et de l'insaisissabilité, de l'insécabilité, diraient certains philosophes, n'est-ce pas? Et justement, pour vous compléter, je vais reprendre un petit peu l'origine du terme d'illusion, qui vient du latin illusio, et qui est défini comme une perception qui diffère de la réalité. L'illusion d'un individu, c'est une conception erronée, une croyance causée par un jugement biaisé ou un raisonnement incorrect. Oui. Est-ce que ça vous va comme définition? Non pas, vous la compléteriez vous... Bon, déjà, j'ai envie de dire que l'illusion est réelle pour celui qui la vit. Alexandre, je vous vois rire, vous êtes d'accord avec Jean-Pierre? Alors, le bouddhisme, encore une fois, parle de confusion, de primo-confusion, c'est-à-dire notre rapport au monde. Il est biaisé dans la mesure où, comme tu disais avant, on est dans la dualité, moi les autres, moi le monde, moi et l'expérience. Et donc, on est forcément incomplet si on se sépare du tout. Et l'illusion, finalement, l'éducation nous formate, tu disais avant, à être le meilleur, à avoir des bonnes notes, à se comparer. Et donc, il ne faut pas se culpabiliser d'être par moments à côté de la plaque. L'exercice, c'est vraiment de voir et de se libérer, ou bien de laisser se libérer en nous un autre regard. Donc l'idée, ce serait de prendre conscience justement qu'à chaque fois, le regard porté, il est différent. Oui, c'est Erasme qui dit on ne n'est pas libre, on le devient. Et je trouve ça très bon. La liberté, elle n'est pas donnée. Malheureusement, on n'est pas tous égaux de fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la solidarité et une certaine sagesse, on peut pas rééquilibrer, mais on peut aller vers une société plus solidaire. Alors je vais vous proposer, Alexandre, si vous êtes d'accord, de regarder l'écran. Donc là, vous voyez, il y a une image. Alors cette image, elle a été choisie par Jean-Pierre pour symboliser l'illusion. Est-ce que ça vous pouvez déjà un petit peu nous décrire ce que vous voyez? Jean-Pierre, je vous propose de compléter. Alors, il y a un pêcheur dans une barque. C'est-à-dire d'être une sorte d'estampe magnifique qui est en train de pêcher ou essayer de pêcher le reflet de la lune dans l'eau. Jean-Pierre, c'est ça? C'est autre chose? Oui, merci mon amie Evelyne qui a dessiné et qui a fait des petits découpages et qui m'a envoyé ça pour symboliser l'illusion. Et Alexandre, du coup, à votre avis, pourquoi cette image? Ben, justement, le pêcheur, il a les yeux rivés sur une illusion et peut-être qu'il croit dur comme fer que c'est le bonheur. Et ça nous invite vraiment à nous demander ce après quoi on court. Qu'est-ce qu'on pêche et le soleil, la lune, pardon, ou le soleil, d'ailleurs, il est là, disponible, offert, et le pêcheur regarde ailleurs, et ses vertus, ça fait penser à la nature de Bouddha. On essaye de chercher le calme, la paix, ou tout ce qu'on veut,
et on est déjà cela. En fait, il essaye d'attraper le reflet, si je comprends bien. Oui. Au lieu au lieu de regarder simplement la source sans la capturer. Et Jean-Pierre, justement, c'est la description qu'en fait Alexandre. Ça convient, ça explique votre choix? Totalement. Oui. C'est la commande que vous aviez passée à votre ami? Absolument. D'accord. Alors maintenant, je vais vous proposer pour la suite de bien vouloir vous lever. Et on va passer au salon. Voilà, prenez votre temps. Alors Alexandre, si vous pouvez regarder devant vous, il y a la télé. Est-ce qu'il y a des citations? Est-ce que vous pourriez nous les lire? Ouais. L'âme a des illusions comme l'oiseau a des ailes. C'est ce qui la soutient. De Victor Hugo. On ne peut vivre dans le monde qu'avec des illusions. Et dès qu'on a un peu vécu, toutes les illusions s'envolent. La vie a besoin d'illusions, c'est-à-dire de non-vérités tenues pour des vérités. Nietzsche. Et la vie n'est désormais plus conçue par la morale. Elle veut l'illusion, elle vit d'illusion. Encore Nietzsche. Donc la vie n'est pas conçue par la morale, c'est ça? N'est désormais, oui, plus conçue par la morale. Elle veut l'illusion, elle vit d'illusion. Jean-Pierre, si vous deviez en choisir une parmi les 4, laquelle vous prendriez? Alors comme vous me demandez d'en choisir une, je choisis les 2 premières. Les 2 premières? Vous pouvez nous expliquer le choix? La vie est illusion et par le vécu, alors moi j'ai envie de rajouter, si le vécu on y additionne de la conscience, de la présence dans chacun de nos actes, de nos pensées, peu à peu le monde de l'illusion va perdre un tout petit peu pied. Voilà, ça concerne la 2e phrase. Plutôt de Voltaire, donc. Plutôt de Voltaire, oui. Et la première de Victor Hugo, l'âme a des illusions comme l'oiseau a des ailes, c'est ce qui la soutient. C'est absolument magnifique. C'est déjà d'un point de vue poétique, c'est magnifique. Et effectivement, alors tout est question de point de vue et à un moment donné de vue sur les points. Mais du point de vue des points de vue, l'âme a des illusions, c'est ça qui la soutient, tout à fait vrai. Il vient un moment où c'est plus tout à fait vrai. Le moment dont vous nous parliez juste avant, c'est-à-dire à partir du moment où on vit? À partir du moment où effectivement on a éclairé son vécu, oui. Et vous, Alexandre, vous auriez fait le même choix? Vous en auriez pris une autre? Il a choisi le chocolat. Moi, j'ai choisi le chocolat. Ça tombe bien, Friedrich Nietzsche, c'est un de mes philosophes qui m'aide le plus à vivre. Justement, on parlait tout à l'heure de l'amour du monde et de la vie. Et c'est vrai qu'en lisant la phrase « la vie a besoin d'illusions », c'est-à-dire de non-vérités tenues pour des vérités, je me disais que la plus grande des illusions, c'est de penser qu'on n'est plus dans l'illusion, qu'on est parvenu. C'est le début du fanatisme. C'est de dire, voilà, moi je sais, moi je suis dans la vérité. Et s'apercevoir que c'est Nietzsche aussi qui dit que dans quelle mesure on peut accepter le monde tel qu'il est sans illusion. Et ne serait-ce qu'un espoir, une espérance, un pont jeté vers le futur. J'aime bien Nietzsche parce qu'il nous décape
la phrase est vraiment éminemment provocatrice. Hein. L'illusion, ça nous fait souffrir. Toute la philosophie, toute la tradition disent qu'il faut s'affranchir des passions tristes, des préjugés. Et Nietzsche rappelle que c'est peut-être pas aussi simple que ça. On a toute une mythologie personnelle, on a des valeurs, on a des blessures. Et c'est là qu'il s'agit de devenir libre. Maintenant, Jean-Pierre, je vais vous proposer devant vous. Donc, il y a ce que je pourrais décrire comme un cube. Voilà, et il y a un livre en braille. Ah oui. Voilà. Je vais vous demander de le... Bah, il n'est pas en braille, il n'y a rien d'écrit dessus. Vous êtes à la première page. La première page. Tournez. Voilà. Si je te vois à travers. Oui, en plus, c'est transparent. Qu'est-ce que vous m'avez Je vous proposé propose voilà, la deuxième page. Alors attendez, hein, ne commencez pas tout de suite parce qu'Alexandre, si vous êtes d'accord, je vous propose de fermer les yeux pour écouter Jean-Pierre dans sa lecture et de les ouvrir à la fin. Alors Jean-Pierre, quand vous voulez. Combien d'images me reste-t-il? Oh, pas grand-chose. C'est un bien maigre pactage. À peine de quoi satisfaire mon appétit de nourrisson. Je voyais. Qu'y a-t-il à voir? Le sourire de ma mère? L'ombre de mon père? De ma première vie? Que me reste-t-il? Quelques ruches enfouies qui se débattent comme des bestioles affamées dans un imagier rongé de toutes parts. Je voyais. Qu'y a-t-il à voir? Le bleu du ciel? La blondeur de Sylvie Vartan? Ou bien la Micheline rouge et or qui m'arrachait au bras de ma mère pour me transporter vers des salles d'hôpital aseptisées? Les yeux bien fermés et les narines grandes ouvertes, je jette à nouveau ma ligne. Qu'y a-t-il? Rien. Rien ou si peu. Lâcher la corde, sentir le courant m'emporter, oublier les formes et les visages pour m'en tenir qu'aux perceptions présentes. J'ai depuis si longtemps laissé filer la barque. Je retente pourtant ma chance. Oh, rien de neuf. Je me rabats sur une base de données. Je fouille, je nettoie, je lustre, et voilà qu'apparaissent les premières couleurs. Alexandre, Oui, comment vous avez vécu cette lecture? magnifique. D'autant plus que je crois connaître l'auteur de ces lignes. D'accord. Qui serait? Mon ami. Oui. Jean-Pierre, effectivement, ces mots sont de vous, dans votre livre « Allez voir ailleurs ». Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si la musique vous a perturbé, si le silence vous perturbe, le fait de fermer les yeux? La musique, ça m'a dévié de l'écoute et c'est magnifique d'écouter un livre lu par son auteur parce que quand on lit dans sa tête ou à l'oral, on interprète. Justement, on est dans l'illusion, on habille le texte avec sa mémoire, ses souvenirs et écouter avec l'intention, la tonalité, le timbre de la voix qu'il a créée, c'est autre chose. Et Jean-Pierre, est-ce que vous parlez de couleurs? Alors, est-ce que vous prenez les couleurs de votre jeunesse pour les reporter sur votre environnement actuel? Non. Non? Non. Je suis le roi des couleurs, c'est-à-dire que je les appelle une par une de temps en temps, histoire de faire un devoir de mémoire. Et je les fais apparaître dans mon univers et je m'amuse à recolorer, par exemple, la dame qui m'interviewe, là, je peux imaginer des choses, l'habiller comme je veux. Enfin voilà, je recrée, Vous recréez à partir de ces premières couleurs dont oui, vous parlez. mais de ma propre intentionnalité. Parce que comme j'ai un peu des frustrations, j'aurais tellement aimé être photographe
où j'aurais aimé être dessiné, par exemple. Donc je dessine actuellement de temps en temps avec le pinceau de la pensée. Par exemple, si vous retournez dans un endroit que vous avez vu enfant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être... Si. Est-ce que vous collez les couleurs que vous aviez vues? Comment ça se passe? Est-ce que si, par exemple, on peut imaginer qu'un endroit a été reconstruit, que vous le reconstruisez vous aussi dans votre imaginaire? Alors ça me demanderait presque un effort de construction, en fait. Non, je regarde les émotions qui peuvent ressurgir de l'époque. Donc je suis plus attentif au surgissement de ce qui vient en mémoire de l'époque. Et puis je reste dans l'écoute de l'instant. D'accord, et c'est ce qui vous permet de colorer. Disons qu'il y a eu, alors, je ne sais pas si c'est le propos, mais il me sont arrivés pas mal de malentendus dans ma vie avec ces histoires de couleurs, parfois à mon désavantage. Donc en fait, la vie, c'est toujours la vie qui nous apprend des choses. Et la vie m'a appris peu à peu à vivre en tant qu'être ne percevant pas les couleurs. Mais par contre, comme je les conserve, je joue avec. Mais je ne les plaque pas sur les situations. Vous jouez. Ouais, je m'amuse. Je vais vous proposer d'écouter quelque chose et on en reparle après. Alors, est-ce que de tels sons, ça peut vous rappeler des souvenirs? Alors moi déjà, au début, j'ai cru qu'Alexandre était parti avec une réalisatrice. Et je me suis dit, et moi, et moi, et moi. Voilà. Et après, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Alexandre? Mais moi, j'ai vécu dans une institution pour personnes handicapées et quand j'écoute ça, j'avais des souvenirs et je me disais, par rapport à la discussion de tout à l'heure, combien on peut être dressé, policé par ces genres de sons. On ferait dans la vie de tous les jours, on serait embarqué direct au poste, alors que c'est la vie, il y a une pureté là-dedans, bien que Jean-Pierre a mal interprété le truc, enfin pas mal interprété, mais en disant que j'étais parti avec une réalisatrice. J'y ai cru. Hein. Jean-Pierre, vous avez pensé que ça pouvait être des sons qui étaient captés, on va dire, plutôt dans un établissement? Ou pas du tout? Bon, je sentais que c'était enclos, que l'endroit pouvait même être intime. Mais ça, c'est une question de... On n'entendait pas l'ouvert. Moi, je suis très sensible au son. Je ne sais pas si c'est lié au fait d'être aveugle ou pas, ou être attentif. Mais je sentais que c'était capté à l'intérieur, comme s'il y avait des murs pas trop loin. Et Alexandre, quand vous dites que ça vous a fait sourire, mais ça vous a replongé? Vous avez des souvenirs qui sont revenus? Oui, tout à fait. C'est un petit peu le bas sonore que dans mon esprit, j'imagine être celui dans lequel j'ai vécu quand j'étais enfant. Et pour qui ces sons, vous les compreniez? Alors pas ceux-là, pas ceux que je vous diffuse, bien évidemment, mais dans votre enfance, quand vous étiez face à de tels sons, ça avait un sens pour vous? Oui, et ça montre qu'on peut communiquer autrement avec des camarades, des amis qu'avec des sons, des mots
d'une syntaxe vocabulaire. Il y a un échange en tout cas. On pourrait penser comme ça que ça veut Il y a rien dire. une fraternité, une communication, une communauté de sons. Et encore une fois, en écoutant ces sons, je m'aperçois combien on est policé, combien l'acte de parler peut être une mise en scène perpétuelle et on peut perdre une spontanéité. Alors, je vais citer un grand ami à vous, Alexandre, et que vous connaissez aussi, Jean-Pierre Mathieu Ricard. Lors d'une conférence que vous avez faite avec lui, Alexandre, Mathieu Ricard a dit « On ne peut pas négliger la façon dont nous faisons l'expérience du monde, la façon dont nous traduisons les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être. Nous sommes le jouet de ces enchaînements mentaux. » Alors, vous, quand vous vous trouvez face à quelque chose ou quelqu'un que vous ne comprenez pas, là c'était des sons, mais ça peut être une parole, un geste, un comportement, comment vous réagissez? Déjà, il n'y a pas une obligation de tout analyser, de tout comprendre, de tout mettre en boîte dans nos catégories. Et ouverture, c'est un peu ce que nous enseigne la méditation, c'est-à-dire pas d'emblée comparer avec du vécu, mais être disponible et ne pas avoir peur d'être complètement largué. Parce que l'ego, il est toujours dans une dynamique de protection, d'analyse, truc, et accepter. Voilà, je suis largué, c'est hors de mes repères, et il n'y a pas de problème. Parce que c'est vrai que là, Mathieu Ricard parle d'être le jouet de ces enchaînements mentaux. Est-ce que vous pensez qu'on est esclave des préjugés que le mental fabrique? Ben justement, la thèse, c'est de repérer le flot de préjugés qui nous parcourt et de voir que c'est pas solide. C'est du vent d'un certain sens. Et tout l'exercice, c'est de ne pas se prendre la tête. Voilà, il y a une radio mentale qui diffuse en moi, libre à chacun d'obéir ou pas à ses injonctions, mais qu'il y ait préjugés, qu'il y ait des idées, qu'il y ait des angoisses même, c'est pas un problème. Et au-delà du mental, est-ce qu'on dispose d'autres filtres pour voir justement différemment, pour aller au-delà des apparences? On parle du mental, mais on peut aussi capter autrement? Alors, moi, je veux bien répondre à ça. Oui. En tant que ne voyant pas, j'ai enfin compris que je suis toujours perdu. C'est très rare, à moins d'évoluer dans ma propre maison, mais je veux dire, dès que je fais un pas, chaque pas d'un aveugle, c'est une surprise quand on sort du terrain connu. Et une surprise, ça peut être aussi occasion d'émerveillement ou occasion d'affolement. Et depuis que j'ai compris intimement que je suis toujours perdu, ou quasiment toujours perdu, je ne suis plus perdu. Donc je ne m'affole pas, j'écoute. Je ne désigne pas en me disant je suis sûr que je suis sur le bon trottoir parce que j'en sais foutrement rien, quoi, en fait. Donc ça me prend toujours un temps d'écoute et j'ai vraiment appris à écouter en essayant d'écouter le flot des gens qui marchent, dans quel sens ils évoluent, si les voitures passent au moment où je veux traverser la rue, quand j'ai compris qu'il y avait un trottoir et qu'il y a une route. Donc le fait de ne pas voir m'a beaucoup enseigné à ne pas rentrer dans la désignation qui est un enfermement promu par soit la crainte, ou soit une anticipation quelconque, ou un besoin de sécurisation. Donc l'écoute en premier. Oui, mais on est écoute en premier. Le problème, c'est qu'on fout tout un bazar dessus. C'est une habitude, en fait, hein, de vouloir toujours être sachant, Donc il s'agit de dominant. se déshabituer
Il suffit d'un jour de vraiment regarder que ça nous fout dans la merde la plupart du temps, quoi, plutôt que de nous servir. Et que quand on lâche l'affaire, un tant soit peu déjà, la bride à ça, y a le miracle, mais ouais, le miracle, c'est vraiment le mot qui me vient, où l'inattendu, en fait, est beaucoup plus, j'irais même, oui, inspirant et aidant. Quand on ne sait pas, on sait beaucoup plus, paradoxalement. Mais ça demande une décrispation. Et puis ça demande aussi de manger un bout de chocolat. Et ça tombe bien parce que, allez-y, mangez un bout de chocolat, mais vous étiez en train de... Oula, au voleur, il est tout fondu. Voilà. Alors vous avez, Alexandre, vous voyez? Allez-y, prenez le chocolat. C'est pas fondu. Les miens sont pas Moi, je me mange les doigts. Vous venez de bouger des cubes, là. Alors, Alexandre, je vais vous demander de prendre le cube qui est à votre droite, de ne pas le regarder, s'il vous plaît, celui-là. et de le mettre sur vos genoux. Et Jean-Pierre, vous avez un cube devant vous. Ah bon? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a les chocolats, mais il ne faut pas. Merci de l'enlever. Ah, mais ce gros cube-là, Voilà. je le mets sur mes genoux? Tous les deux, voilà. Vous allez mettre sur les genoux, Alexandre. Le but du jeu, c'est que vous ne regardiez ni votre cube, ni celui de Jean-Pierre. D'accord. Peut-être fermer les yeux, Alexandre, un tout petit peu. Il y a le foulard. Je vous propose de l'enlever. Tous les deux, enlevez le foulard. Ah oui. Oui. Voilà. Et vous allez voir, en fait, que vous pouvez passer vos mains sur le côté, si c'est possible. Oui. Il y a des trous de chaque côté. Alors, il y a des petits, effectivement, mais il y a des plus gros, Alexandre. L'objectif, c'est d'aller toucher l'objet à l'intérieur. Ça y est, je l'ai trouvé. Et de me le décrire. Alexandre, c'est bon pour vous? Parce que sinon, je peux vous proposer un bandeau. Ah, bah, vous avez l'air de bien. Vous pouvez me décrire ce que vous touchez? Alors moi, c'est un personnage qui est attaché, qui est suspendu par des cordes qui pourraient être des cordes de hamac, mais il n'y a pas de hamac en dessous. Il a des jambes articulées, donc c'est un pantin avec des bras qui sont aussi articulés et une tête aussi articulée. Alors la tête, il y a des choses que je ne capte pas. Ah, mais il y a un grand nez à la Pinocchio. La seule chose que je piche pas, c'est qu'il y a une sorte d'appendice au-dessus de la tête. Les oreilles d'âne, mais il n'y en a qu'une. Je ne sais pas. Et vous, Alexandre, qu'est-ce que vous touchez? Alors, sans la description de Jean-Pierre, j'aurais absolument rien perçu. Et c'est rigolo, cet aspect tactile. Ça me ramène à mon enfance. C'est très profond comme expérience parce que ça peut aussi montrer qu'on est dans le mental, on conceptualise. Pour moi, franchement, c'est 2-3 bouts de bois et un fil mais j'aurais pas perçu que c'était un pantin. Le pantin, c'est une allégorie de l'illusion aussi. Très bien. On voit bien ça. La marionnette de nos illusions. C'est une marionnette de nos illusions. Vous pouvez préciser? Quand on est dans l'illusion, on est le jouet de forces qui nous traînent, la télécommande de notre vie, comme une marionnette, finalement, est placée dans des trucs complètement chimériques. Alors Pinocchio, dans l'histoire, il est réparé de nombreuses fois et son corps se métamorphose pour passer ainsi de l'état d'objet à l'état de sujet en devenant humain. Alors j'ai envie de vous demander si on faisait le parallèle avec une personne en situation de handicap, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur cette question d'objet, de sujet?
Ben, j'avais jamais vu un Pinocchio comme ça, qui passe d'un objet à l'état de sujet, et c'est magnifique. Et pour une personne en situation de handicap, si on le regarde extérieurement, on en fait un objet, on le réduit à ses caractéristiques, à une apparence, mais du dedans, si je puis dire, de l'intérieur, c'est un sujet libre et qui est beaucoup plus vaste que ce dont on en perçoit. Et vous, est-ce que vous avez eu l'impression d'être une marionnette parfois? Oui, tous les jours. Hein, marionnette des désirs, de la peur, des projections, des préjugés. La question, c'est qui tient les ficelles. Et vous avez une réponse sur qui tient les ficelles? Ben, je passe beaucoup le désir et la peur. Mais je ne dois pas être le seul à vivre ça. Je crois pas, non. Alors, je vais vous demander de... Bon, si vous voulez bien lâcher la marionnette, Jean-Pierre, Oh oui. vous aurez l'occasion de revenir la toucher. Moi, je Il construis y a un miroir des marionnettes. qui est un peu devant vous. Alors, Alexandre, vous devez être de côté par rapport à ce miroir. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez vous lever pour aller vous regarder dans ce miroir. Moi aussi, je vais avec lui? Oui, Ah ouais? il va vous guider. Ouais. C'est bon? Je donne la main. Oui. Voilà. Je vous invite à vous installer devant. Vous, Alexandre, quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Ben, justement, il y a un exercice dans la tradition du zen qui est de regarder un miroir sans commenter, sans dire voilà, il a pris des kilos, il a des cernes, trucs. Ouais. Et juste accueillir l'image qui est donnée, qui est proposée sans en faire un objet. Et Alexandre, quand vous parlez de ça, mais quand vous vous voyez tous les jours dans le miroir, vous pensez à ça? Ça révèle la différence quand même. Parce entre le corps qu'on est et le corps qu'on donne à voir, il peut avoir un gouffre. C'est ce que vous vous dites au quotidien ou non? Vous passez Je le devant, vous ne vis. regardez pas? Il y a une manière de vivre le handicap, une sorte de regard social qui nous rappelle la différence qu'on serait tenté d'oublier. Vous êtes tenté d'oublier? Oui, et tant mieux d'ailleurs. À la maison avec mes enfants et ma femme, il n'y a pas l'idée du handicap, c'est intégré. Et dès qu'on sort de la maison, enfin, je ne sais pas toi, mais il y a ce rappel de la différence. Ah, mais totalement. Moi, quand je cherche une porte de gare, je suis tout seul en train de heurter le mur pour trouver la porte. Il y a un silence autour de moi, ou quand je monte dans un train, je cherche le siège ou autre, je sens qu'il y a un silence, il y a une gêne. Tu vois, les gens ne savent pas trop que faire. Est-ce qu'ils me regardent? Est-ce qu'ils ne me regardent pas? Oui, mais bon, voilà. Ça leur appartient. Moi, à une époque, ça me mettait extrêmement mal quand j'étais jeune, parce que j'avais envie de donner tout à fait une autre apparence que celle que je proposais, spontanément. Et alors, quelle est votre apparence aujourd'hui, Jean-Pierre? Je ne sais rien. Comment vous L'apparence, décririez? c'est ce que les autres regardent, et c'est ce qu'ils interprètent. Et ça leur appartient. Je veux dire, c'est pas violent que de dire chacun se fait l'histoire anonyme ou de Jean-Pierre. Mais vous, Jean-Pierre, vous vous êtes vu dans le miroir, mais maintenant, vous ne pouvez Alors, plus. je me suis vu jusqu'à l'âge de 14-15 ans, et ça m'arrive encore de revoir ce jeune ado arrogant, avec ses cheveux un peu en queue de rat, très crâneur. Et je me dis souvent, si une fée venait là et m'ouvrait
les persiennes, oculaires, ça levait tout ça, là. Je me dis, j'irais, mais c'est qui le mec là qui est en face s'il y avait un miroir? Je serais par exemple, on serait une dizaine devant un miroir et d'un seul coup la vue me serait redonnée, hein, l'interrupteur serait allumé. Ben, je ne sais pas si je reconnaîtrais Jean-Pierre Brouillon. Peut-être que je me prendrais pour le philosophe Alexandre Jolien. Bon, après, je verrai bien au niveau des mots. Hein, la barbe. Que je n'ai pas le niveau. Et vous avez la sensation que le fait de ne plus avoir cet objet, finalement de ne plus vous voir dans ce miroir, a modifié la perception que vous aviez de vous-même? Alors, je ne sais pas, parce que ça a été tout un chemin. Y a des inconvénients. Je vis avec. Hein. C'est notamment tout ce qui est de l'ordre du beau. Parce qu'en fait, je sais ce qui est bon, mais ce qui est beau, c'est comme ça revient beaucoup au visuel. Et par exemple, tout à l'heure, avant de cette rencontre filmée, j'avais devant moi 2 chemises et je vous ai demandé de me décrire un peu les chemises et de décrire un peu l'environnement. Vous m'avez très justement renvoyé à moi-même en me disant faites ce que vous sentez. Bon, je voulais quand même connaître les couleurs. Faites par rapport à... Parce que les chemises étaient très différentes au niveau textile. Il y en a une qui était beaucoup plus fluide que celle-ci. Mais j'ai quand même besoin... Alors, je peux faire abstraction, mais comme j'ai compris dans mon vécu que l'apparence, c'est ce qu'on donne aux autres directement, donc j'essaie de proposer quelque chose qui soit plutôt agréable, parce que je n'ai pas fait une grande partie de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin des autres pour ça. Vous êtes attentif en tout cas En tout cas, je suis attentif. C'est pas, quand je dis un besoin, ce n'est pas un besoin compulsif. Si je suis tout seul, j'attrape des vêtements, je vais les sentir, par exemple, pour voir s'ils ne sentent pas mauvais. Et puis je vais m'en habiller, et puis je vais sortir avec. Ça ne me posera pas de soucis. Mais si j'apparais en public, j'ai envie de me faire un peu aider. Alors, question habit, justement, derrière vous, il y a une penderie. Alexandre, si vous voulez bien amener Jean-Pierre jusqu'à la penderie. C'est une penderie? C'est un truc pour se pendre ou... Non, il y a plusieurs costumes. Je vous propose un petit peu de les toucher. On va explorer. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est plus long. Ah ouais, avec... Oula, une chapka, ça, c'est pas possible. C'est une veste, mais longue. Alexandre, vous avez envie d'aider Jean-Pierre un peu? Ça fait quoi, veste de chasse, ça? C'est quoi? Ou c'est une robe? On dirait... Tu me dirais quoi, toi? Un manteau un peu aristocrate. Il y a d'autres choses encore derrière? T'as l'air aussi embêté qu'une poule qui a trouvé un appareil photo, mais bon. Regarde, oulala! Oulala! Là, il y a une colle. Là, il y a... Ouais. Un col. Moi, j'ai envie d'en essayer un, mais bon. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est une robe. Un manteau, un truc. Il est un petit peu original, ce manteau? Fluo. Ouais, ça s'ouvre là, tu vois. Ça fait veste. Ça fait veste et en dessous, ça fait robe. Voilà, hein. Ça fait très théâtre, ça fait très... Non? Avec, t'as vu derrière, là, il y a des fermetures éclairs partout. Je ne sais pas lequel te conviendrait le mieux, Alexandre. Eh bien, justement. J'ai envie de t'offrir... Alors, Jean-Pierre, ne lui offrez rien. Je vais demander à Alexandre de choisir. Ah, nous voilà bien. Alors, moi, je touche tout. Jean-Pierre. Alexandre, si je vous avais demandé de choisir une tenue pour vous, pour cette interview... Il y a l'embarras du choix. Vous auriez pris quoi? Alors, si je veux me la jouer conventionnelle, le costard... Oh, tu fais facile, là. Mais sinon, j'aime bien le truc entre le bleu de travail et le truc d'aristocrate. Ouais, ça, un peu à la Voltaire. Mais j'ai aucune compétence stylistique. Et à votre avis, si vous aviez mis cette tenue pour cet entretien... Oui. Moi, je t'aurais rien dit. Déjà, j'aurais dû perdre 10 kilos, mais... Oui. Le fameux qu'en dira-t-on, justement. Ça, c'est le miroir qui t'a dit ça, non? Qui? Tu parles avec le miroir, toi. T'as écouté le miroir. Ouais. Exactement. Ah, t'as des bonnes oreilles. Vous parlez souvent, Alexandre, du qu'en dira-t-on dans vos interviews et dans vos livres.
Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous mettiez cette blouse grise, justement, à votre avis, qu'est-ce qu'on en aurait dit? Mais comme tu viens de dire, on s'en fout du candidaton, mais c'est la première chose que l'autre voit et donc il s'agit d'un, je sais pas. Alors il a dit, justement, est-ce que le fait d'être écrivain ou artiste, ça nous permet de faire n'importe quoi en disant, si un gars qui travaille comme mon père était chauffeur de poids lourd, s'il se rapplique avec ça le matin, on va dire que ça va pas. Et de nouveau, le candidaton, il n'est pas objectif. Il n'est jamais objectif, mais il y a encore des distinctions suivant qui le porte. Et vous, si vous aviez porté ça, à votre avis, vos parents, qu'en diraient-ils, Alexandre? Mais moi, je suis issu d'un village et il y avait vraiment la mentalité dite de village. Oui, il ne fallait pas être excentrique en disant mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, il y aurait eu ça peut-être. Et vos parents, du coup, auraient eu quoi? Honte? Non? Ils vous auraient dit de changer de tenue? Non, mais parents, ils sont pas ça près. Mais je pense qu'il y a de nouveau le divorce qui peut entrer en conflit entre ce qu'on pense. C'est mon fils, voilà, je l'accepte tel qu'il est, et le regard de l'autre. En même temps, il faut faire attention à ce que l'autre va penser de soi. C'est jamais blanc ou noir. C'est gris d'ailleurs. Parce que dans votre enfance, Alexandre, les qu'en dira-t-on pour vos parents, c'était très présent? Oui, mais justement par peur, c'était pas par aliénation, je dirais, mais dire, il faut rentrer dans le loup, dans le rang, plutôt, pour pas avoir de problème, pour pas être encore plus discriminé qu'à la base. D'accord. Et vous, Jean-Pierre, donc vous disiez effectivement tout à l'heure que votre apparence, c'est la première chose qu'on donne. Les vêtements que vous portez aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils racontent de vous? Votre tenue, là? Sur vous. Que j'ai envie d'être accueilli par l'autre sans qu'il sourcille, sans qu'il soit jugeant. J'ai envie que ce soit que ce soit à la fois un peu coloré, un peu sympathique, parce que j'imagine que le monde aujourd'hui est assez sombre, porte beaucoup de vêtements sombres. Donc j'aime bien amener un peu de couleur par une chemise et en même temps ne pas me distinguer plus que ça. Parce que j'ai eu fait ça, de par le passé, quand j'étais jeune et que je voyageais et que j'étais identifié au mouvement hippie et que j'arrivais chez mes parents dans un village. Je suis d'un milieu, j'habitais dans un petit village dans le Maine-et-Loire et les qu'en dira-t-on, allaient bon train. Et j'arrivais des fois habillé avec des robes, des foulards, des bagues de partout. Enfin, c'était inconcevable en 70, 71. Et que même les voisins, c'était allé jusque-là, les voisins avaient dit à mes parents qu'ils ne comprenaient pas que sur le fil à linge, il y avait des vêtements comme ça. Réellement, c'est une histoire. C'est quand même très impressionnant. Et est-ce que ça a influencé votre comportement? Non. Non? Non, à l'époque, j'étais dans la provoque. J'avais besoin de provoquer les autres pour exister, pour avoir une espèce d'intensité et pour pouvoir diriger. Au lieu d'être dans une agressivité retournée vers moi, je la retournais vers les autres. Donc ça a été, et voilà, c'est ce chemin qui a été parcouru, ça a été le barreau d'échelle qui a été nécessaire pour arriver où je suis aujourd'hui. Mais j'ai quitté cette peau-là. Parce que comment vous sentez le regard des autres sur vous? Alors la question, comment je le sens de point de vue perception réellement, parce que quand les gens me parlent, je sens en principe, je sens s'ils me regardent. Mais je ne parle pas du contenu du regard, de l'intensité
Je parle de l'intensité du regard, de la présence du regard. Je ne parle pas du regard avec tous les filtres de jugement et tout ça. Je sens le regard des gens sur moi. Vous le sentez? Dans mon dos. Ben en fait, les présences, la présence diffractée en toutes les présences possibles, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, quoi. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous le sentez, mais c'est de l'ordre du ressenti. C'est du ressenti, ouais. C'est pas... Alors là, vous êtes debout. Je vais vous proposer de vous rasseoir pour plus de confort. Et manger peut-être un petit chocolat si vous avez envie avant qu'il fonde. Alexandre, Oui. dans votre livre « Éloge de la faiblesse », alors je vais vous citer, vous écrivez « Braver les difficultés, mais aussi les a priori que nous projetons sur la réalité, je devais m'armer pour combattre toutes les étiquettes que sans cesse on nous collait. » Est-ce que vous pourriez nous décrire ces étiquettes? Ben, il y a l'idée qu'une personne handicapée est forcément malheureuse, donc de là à devoir compenser en étant drôle 24 heures sur 24, c'est ça qui est troublant. On finit par intérioriser ce qu'on croit être le regard de l'autre. Oui. C'est des préjugés, des illusions, des stéréotypes, des stigmates. C'est un préjugé né d'une illusion, mais qui est quand même tenace et qui est... Alors, il y a des illusions individuelles et il y a des illusions collectives. L'image, on parlait avant avec Jean-Pierre, il y a même des grands philosophes qui ont des propos, je pense à Schopenhauer, sur les personnes aveugles qui sont débiles. Baudelaire, tout cité, qui n'est pas très génial sur le sujet. Par ailleurs, il est génial. Mais donc, ouais. Est-ce que vous pensez que finalement c'est plus acceptable de subir des étiquettes ou plutôt d'être complètement invisible aux yeux des autres, notamment des personnes qu'on dit valides aujourd'hui? Alors, pour les trucs, j'ai relu Tocqueville de la démocratie en Amérique et il parlait des démocrates dans la société et ça correspond à nos jours. On veut être égalitaire, mais on veut aussi échapper à l'insignifiance. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, des fois, je me demande qu'est-ce qui est pire, être anonyme ou se percevoir comme anonyme, insignifiant, ou avoir un truc hyper identifiable. Et voilà, oui. Vous avez pu répondre pour vous à cette question? Ben, parfois, j'aimerais être dans l'anonymat quand je me promène en ville, être pépère, tranquille, rentrer dans le rang et pas susciter des regards. Ça devrait être plus confortable. Mais, quelque part, ça serait trahir ce que je suis. Il y a une violence cachée derrière ça. Jean-Pierre, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, et sur le regard des autres, on pourrait imaginer qu'il faut être fort pour pouvoir accueillir les jugements des autres et tenir debout sans en tenir compte. Eh bien, il ne faut pas passer par là, faut laisser au contraire la porosité et l'accueillir totalement. Il ne faut pas se mettre en confrontation avec ça, en dire « Ouais, moi, je n'ai rien à foutre de ce que tu penses, mec. » Justement, c'est un mouvement contraire. C'est être poreux, au début, se dire « Mais merde, ça fait mal, c'est désagréable et tout. » Et puis laisser de plus en plus ouvrir de plus en plus la porte à l'intérieur, accueillir. Et à un moment donné, il y a un truc assez magique, c'est qu'on s'aperçoit que ça faisait mal parce qu'on s'opposait. On était d'une manière ou d'une autre, la porte était ouverte devant, mais elle était fermée derrière. Et un jour, par la vulnérabilité, ça crée l'espace, la vulnérabilité, et la porte derrière s'ouvre, et le regard de l'autre qui vous prend pour je ne sais pas quoi,
qui vous admirent ou qui vous trouvent minables, l'un ou l'autre, ou l'entre-deux, ça passe, c'est tout, comme le reste. Et vous parlez justement, Jean-Pierre, pour cette idée de préjugés dans votre livre « Allez voir ailleurs ». Il y a une métaphore qui explique la différence entre le voyage et le tourisme. Alexandre, allez-y. Le voyage, c'est s'exposer, le tourisme, c'est se protéger. Oui, c'est ça. Le vrai voyage oblige à l'essentiel, remettre en cause ses idées reçues sur le monde. Le tourisme invite à l'opposé, conforter ses préjugés en toutes circonstances. Alors, selon vous, est-ce que c'est de cette manière, c'est-à-dire touristique, qu'on pense le handicap dans notre société? Superbe question. Hein. Vous avez un petit peu de temps pour y réfléchir. Mais de manière générale, on est touriste avec l'autre. On prend ce qui nous arrange chez l'autre. Hein. Ah, elle est mignonne, tiens, j'aimerais bien me faire remarquer avec elle. J'aimerais bien m'asseoir à une terrasse de bar avec cette jeune femme. Ça va m'agrandir dans le regard des gens. En fait, on fait du... Moi, j'ai envie d'élargir votre question, Julie, à tourisme avec le handicap, mais je dirais non, tourisme avec monsieur tout le monde. D'accord. Et je trouve ça relativement triste. Mais en même temps, comme on disait tout à l'heure, c'est du domaine de l'illusion, et l'illusion est réelle. Alexandre, dans une interview, donc, concernant votre livre « La sagesse espiègle », vous déclarez « On peut se faire bousiller par le regard des autres. Il y a des regards qui sauvent. La société est de plus en plus dure avec une violence dans le regard, y compris dans la solidarité. » Jean-Pierre, vous partagez ces propos? J'aimerais bien qu'il éclaire dans la solidarité. Le regard est de plus en plus violent, y compris dans la solidarité. Tu te rappelles ce que tu... Est-ce que vous vous rappelez ce que vous... Mais je pense que je visais là une solidarité sélective et qui se paye au donnant-donnant. Et je pense qu'une vraie solidarité, elle est inconditionnelle et elle est gratuite. Et les regards qui sauvent dont vous parlez, c'est quel type de regard? Justement, ceux qui nous accueillent comme on est, sans cataloguer et sans mettre des injonctions, tu dois être comme ça, je veux que tu fasses comme ça, ce qui est une violence inouïe. Et vous en croisez au quotidien de ces regards? Oui, je espérais que vivre dans un couple, en famille, c'est un peu de se tordre. Et vous, quand justement vous rencontrez quelqu'un, à quoi vous vous fiez pour vous faire une idée de cette personne? Ben justement, le premier pas, c'est voir qu'on a des illusions, qu'il y a presque des automatismes qui nous inclinent à juger, à classer, et après, s'en départir pour voir les gens comme ils se donnent à chaque instant. Est-ce que vous, Jean-Pierre, quand vous rencontrez des personnes, souvent vous allez chez elles, et vous dites les objets deviennent la fiche anthropométrique de leur monde intérieur? C'est vrai que quand j'ai voyagé énormément en me laissant inviter dans nombre de civilisations, et j'aimais bien demander à un moment donné si je pouvais toucher un peu l'environnement qui était autour de moi, immédiat, je veux dire, pas ouvrir des tiroirs ni rien du tout, mais toucher ce qui, à vous, n'échappe pas à votre visuel. Et vous, Alexandre, vous faites pareil? Vous regardez un peu les objets quand vous allez quelque part chez quelqu'un pour un petit peu découvrir cette personne, ou c'est... Oui, la première chose que je fais, malgré moi, c'est aller voir la bibliothèque. Et c'est affreux, parce que finalement, ça classe les gens. Ah tiens, il dit ça, tiens, un truc. Et c'est justement, c'est la vitrine. L'idée, c'est d'aller en coulisses, voir la vraie vie, et pas rester aux apparences. T'imagines si tu découvres l'annuaire chez quelqu'un, uniquement l'annuaire,
Mais justement, ça ne veut rien dire. On peut être très éveillé, très sage en n'ayant pas lu un livre. Et justement, ces représentations sociales, il faut lire, il faut écouter telle musique. Ce que Heidegger appelle la dictature du on, je trouve on finit par l'intégrer et en jugeant l'autre à l'aune de ces catégories. Mais on n'est pas obligé de juger. Toi, tu écris des livres, tu lis, Alexandre. Ça coule de source que quand tu es chez des gens, ton regard converge vers les livres. Oui. Tu vois, de même que moi, quand je discute au bout d'un moment, enfin moins aujourd'hui, mais avec des gens, des fois j'aime bien un peu savoir s'il y a des civilisations qui leur parlent plus que d'autres. Ça, c'est un levier de rencontre que j'aime beaucoup, parce que je me suis aperçu que on peut être un très bon Français, voilà, et avoir, parce que je l'ai reconnu chez moi, avoir des moments de reconnaissance en étant dans des milieux totalement différents. Moi, la première fois que je suis arrivé en Afghanistan, je me suis retrouvé assis par terre sur un tapis, avec une table basse comme ça, à manger avec les doigts et à entendre certaines musiques, le bruit de la rue avec les taxis qui étaient des chevaux avec des clochettes et des carrioles derrière. J'avais l'impression d'être chez moi, mais réellement d'être chez moi, d'être bien. Pour la première fois, j'ai découvert que je n'aimais pas être assis comme je le suis maintenant pendant des heures sur une chaise, par exemple. Moi, j'aime bien être par terre. Donc, j'aime bien quand je parle avec des gens, tu vois, Alexandre va aller voir les livres, et puis moi, voilà, si ça se trouve dans la discussion, j'aime bien poser des questions aux gens. Est-ce qu'il y a des endroits qui t'attirent dans le monde, où tu es allé, enfin voilà. Donc ça dépend de nos colorations, quoi, à chacun. Et vous, justement, vous parlez de ne pas rester assis, alors je vais proposer de vous lever. Yes. Hop. Et il y a un escalier. Ah bon? Oui, qui se trouve donc sur votre droite. Vas-y, passe devant moi, Alexandre. De Ouvre le chemin. Et justement pour aller dans la fameuse bibliothèque, Alexandre. Alors je vous invite à aller vous asseoir dans les fauteuils qui se trouvent devant vous. Voilà, vous y êtes presque. Alors Jean-Pierre, attention. Oui, oui, c'est bien. Voilà. Jean-Pierre, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. C'est bon. C'est bon, vous êtes bien? Oui, je suis très bien. Bien installé? Très bien. Alors, sur votre gauche, dans la bibliothèque, justement, il y a tout, ou presque, vos livres et vos films. Est-ce que tout est dit dans ces œuvres ou est-ce qu'il reste encore des zones mystérieuses qui n'ont pas été dévoilées? Alors d'un point de vue anecdotique, il reste beaucoup d'histoires à raconter. Mais je pense que, voilà, si ça s'arrête là, tout va bien. Et vous, Alexandre? Oui, pareil. Je crois que c'est Bergson qui disait que un philosophe a tout le temps la même idée et il tourne autour toute sa vie. Et je crois qu'il y a des thèmes centraux qui demeurent. La seule différence, c'est peut-être la sincérité, être tout le temps toujours plus sincère et moins mettre de vernis social. Parce que quand on écrit, enfin, je ne sais pas chez toi, mais il y a toujours le qu'en dira-t-on justement de vouloir prendre une pause et de trier, de sélectionner ce qu'on va dire. Et si j'avais un désir, ça serait être moins sélectif, pas au niveau de la sincérité, moins de déguisement. Est-ce que vous avez l'impression que le titre de philosophe
fait que le public vous voit comme une personne équilibrée, saine d'esprit, de corps, qui mange bien? Oui, et d'ailleurs, comme dirait ma femme, si il vivait 2 minutes avec moi, il perdrait toute illusion. Et c'est ça qui est rigolo. Le philosophe, étymologiquement, c'est celui qui cherche la sagesse. Et par définition, on cherche ce qu'on n'a pas. Et être philosophe, pour moi, c'est essayer de se mettre en route, être sur un chemin. Et il n'y a pas besoin d'être un modèle ou de prétendre quoi que ce soit. Vous avez l'impression qu'entre la face publique et la face privée, c'est difficile d'enlever cette étiquette, c'est-à-dire l'étiquette de quelqu'un qui est très équilibré. J'ai surtout l'impression qu'on a la même femme. Parce qu'elle me dit la même chose. Des fois, elle me dit, mais ils ne te connaissent pas, les gens? Après, oui. ça touche un problème qui est profond. On a besoin de croire qu'on peut s'en sortir, qu'on peut être heureux, qu'on a liquidé toute la souffrance, qu'on est au-delà de la peur et du manque. Et pour moi, c'est un mensonge que de laisser à croire à un idéal comme ça. Je trouve beaucoup plus juste de dire qu'on s'en sort avec des blessures et qu'il n'y a pas besoin d'être parfait pour être aimé. S'il y a des sages, tant mieux, mais il y a aussi plein de possibilités d'apprécier la vie et d'essayer d'être généreux sans être au-delà de la souffrance. Moi, j'aime bien ce qui me vient là, c'est les deux mots, les faire cohabiter. La perfection de l'imperfection. Oui. C'est joli, effectivement. Et selon vous, est-ce qu'on peut être handicapé et être con? Oui, je crois qu'il faut revendiquer ce droit, avoir le droit d'être con, par moment avoir le droit d'être, oui, de péter un plomb, parce que c'est une injonction qui... Il y a un sociologue, Erving Goffman, qui a écrit un livre qui s'appelle Stigmate, qui m'a beaucoup touché, et il dénonce l'idée d'acceptation de façade, où on doit être gentil, sympa, et se la boucler d'ailleurs. Et ça, c'est une violence. Et si vous deviez créer un avatar et faire une présentation rapide sur un site de rencontre, vous écririez quelle annonce, l'un et l'autre? Mais alors, une annonce mensongère? Ah, je ne sais pas. Attirante? Je ne sais pas. C'est vous qui allez me le dire. Bon, c'est vraiment une... Qu'est-ce que j'écrirais? Je donnerais mon âge et je parlerais d'un manque. Si j'étais en recherche sur un site, je dirais que si je recherche quelqu'un, c'est que je suis en manque. Et je parlerais peut-être de mon manque plutôt que de parler de moi finalement, que moi en tant que ce que je représente socialement. Alors c'est peut-être pas très valorisant et très excitant, mais c'est quand même... Quand on est en recherche, c'est qu'on confesse publiquement qu'on cherche une complémentarité chez l'autre. D'accord. Alexandre, vous feriez... Oui, pareil. D'ailleurs, ça m'est arrivé avec des copains. On a voulu essayer de voir qu'est-ce qui arrivait si on m'était handicapé sur un site de rencontre. Raconte. Mais pas grand-chose, finalement. Rien d'exceptionnel. Mais je mettrai l'accent sur le manque. Quand vous dites rien d'exceptionnel, c'est-à-dire que finalement vous avez autant de réponses ou moins de réponses? Pas énormément, hélas. D'accord. Non, je rigole, mais oui. Ouais.
Ça invite à tricher? Jamais, je crois qu'une relation qui se baserait sur la tricherie, elle est déjà vouée à l'échec d'emblée. Donc ça, on peut évacuer. Mais ça pose la question, qu'est-ce qui est valorisé aujourd'hui? Et alors, qu'est-ce qui est valorisé aujourd'hui? Il ne faut pas être jugeant, mais vraiment, quand même, l'apparence, c'est quand même... L'artifice social, beaucoup. Hein. Oui. Alors, devant vous, il y a un panier en osier. Alexandre, est-ce que je peux vous demander de soulever le couvercle? Oui. Fais gaffe, il y a peut-être un cobra en dessous. Ah, ouais, bon. Est-ce que vous pouvez prendre l'album rouge et donner la boîte à Jean-Pierre? Ah bon? Elle est lourde? Non, bouge pas, Alexandre. Ah non. C'est Ah parfait. oui. Ah, il y a du velours dessus. Parfaitement. Alors toi, si je me laisse induire en erreur par, non pas par la perception, mais par l'illusion de la mémoire, on va revenir à quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Je touche du velours et aussitôt, je vois le dessus de lit de mes parents quand j'étais enfant et que je voyais qui était rouge. Donc si je me laisse aller, je dirais ah mais tiens le velours il est rouge. Bon ça peut qu'il soit, j'en sais rien. Il est violet. Ben, voilà. Mais il aurait pu être rouge, effectivement. Alexandre, est-ce que vous pouvez ouvrir... Ah, qu'est-ce que vous tenez entre les mains? Alors, un album photo rouge. Et voilà. Donc, c'est des photos de mon enfance. Vous pouvez en choisir une pour nous la décrire? Ben, au bol, oui, c'est un petit garçon qui ne peut pas encore marcher et qui a, je sais pas, 4 ou 5 ans et qui tend la main, je ne sais où. Vous avez un souvenir de ce moment-là? C'est le chalet de mes parents où on vivait l'été proche de la nature. Et, ouais, c'était des bons moments. D'une certaine solitude, parce que j'avais pas de copains vu la situation, et puis j'étais très proche de mes parents. Alors, dans la boîte, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Voilà, et la faire voir à Alexandre. Parce que je vais demander à Alexandre de choisir une photo. Monsieur Alexandre. Oui. Et celle que vous voulez et nous la décrire. Donc il y a la photo d'un homme barbu qui ressemble à Jean-Pierre et qui a une main posée sur le ventre d'un nourrisson et qui le regarde. Alors ce nourrisson pourrait s'appeler Leïla, ça pourrait être ma fille. Ça pourrait ou c'est? Ben, je ne peux pas voir. Mais comme c'est moi qui ai apporté un certain nombre de photos, Il semblerait que ce soit je vous. suppose que c'est Leïla, oui. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce moment? Alors ce moment précis, non, mais je peux raconter que je ne voulais pas d'enfant. D'accord. Et je ne voulais pas d'enfant. Et quand elle est née, je me suis aperçu que ce nom qui était en moi était vraiment un nom tenace de surface. Et qui avait un immense oui derrière qui était déjà là depuis très longtemps et qui appelait la paternité et que je ne voulais pas laisser éclore parce que ça ne correspondait pas du tout à l'idée que je me faisais de ma vie. Et lorsque vous étiez enfants l'un et l'autre, est-ce que vous avez souvenir d'un rêve que vous auriez perdu et que vous regrettez? Un rêve? Un rêve d'enfant? Mais un rêve nocturne ou un rêve dur? Non, un rêve d'enfant que vous regrettez aujourd'hui. Quelque chose que vous auriez aimé faire ou être. Alors, je peux prendre la parole, Alexandre? Moi, depuis tout petit, alors quand je dis tout petit, je suis conscient de ça à partir de 9 ans. Ça répond peut-être pas à votre question, Julie, je ne sais pas. Si. Mais à partir de 9 ans, tous les soirs,
je rêvais d'apparaître sur des écrans de cinéma alors qu'on n'allait pas au cinéma avec mes parents. Je rêvais d'un bureau en bois avec une fenêtre, avec de l'herbe verte foyée par la lumière, avec une rivière en contrebas. Et j'étais écrivain. Voilà. Et en fait, cette espèce de solidification de ces rêves qui étaient vraiment récurrents et tenaces s'est transformée en ce que je suis devenu. Et vous, Alexandre? Ben, quand j'étais petit et adolescent, j'aurais voulu faire un chauffeur poids lourd, comme mon papa et mon frère. Et j'aurais adoré, pour moi c'était l'image de la force, du voyage, du truc. Et pour des raisons évidentes, j'ai dû renoncer à cette carrière, mais c'est vrai. Ça sonne comme un regret encore? Non, parce que la philosophie, c'est pas mal aussi, mais ça montre le grand écart d'une vie entre... Mais en même temps, j'ai toujours voulu témoigner et donc écrire. Et donc, c'est aussi un rêve qui est très profond et très vieux en moi. Oui, bah, peut-être qu'on va acheter un camion, Alexandre, et qu'on va faire un road trip tous les deux. Et tu me diras, moi je peux conduire si tu me guides. Oui, et comme ça, on accomplira ton rêve. Ouais. Mais ça, tu sais que j'ai l'air d'être comme ça un peu, de prendre ça sur le ton humoristique, mais ça serait quelque chose à faire encadré par des gens qui seraient là un peu sécurisants dans cette histoire, mais ça serait très chouette de faire ça, ne serait-ce que l'espace de quelques heures. Et moi, je serais complètement partant pour faire ça, parce que ça me touche ce qu'il raconte. Tu vois. Moi, si j'étais allé plus loin, je t'aurais dit que, comme tous les petits-enfants, j'avais un rêve impersonnel, je voulais être pompier, je voulais être gendarme, parce que j'étais attiré par l'uniforme, parce que mon papa était militaire, donc il avait un uniforme. D'accord. Mais ça, c'est vraiment plus loin, quand j'ai 3-4 ans, je pense. Et tous les deux, si vous aviez une baguette magique, la fameuse, est-ce que vous changeriez quelque chose à votre histoire? Mais moi, j'en ai une, hein, c'est une canne blanche. Elle vous permet de changer des choses? Ou vous n'en avez pas envie, finalement? C'est un peu difficile de dire ça, mais non, j'ai pas envie de changer les choses, quoi. J'ai vraiment juste envie de vivre ce qu'on est en train de vivre là en ce moment. Et il n'y a pas besoin d'une baguette magique pour ça, quoi. Et de votre histoire aussi? Ah bah, alors, j'ai fait des saloperies dans ma vie, hein, parce que j'ai eu une vie de délinquance, de toxicomane, d'aventurier au grand teint, une époque. Et j'ai blessé des gens, j'ai volé des gens. Bon, je sais aujourd'hui que je ne pouvais pas faire autre chose. Mais ça a été un temps un peu compliqué de regarder ça tranquillement. Je sais aujourd'hui que c'était une des marches nécessaires pour arriver où je suis là aujourd'hui. Mais j'aimerais bien m'excuser, d'ailleurs je le fais là, en pensant aux gens à qui j'ai nui. Après, on nuit aussi à des gens sans le savoir. On peut aider quelqu'un et lui nuire. Là, on arrive dans la grande question qui concerne les aidants. De même qu'il nous arrive des fois dans la vie des choses, on se dit, mais merde, quoi. Et en fait, quelques temps après, on réalise, et moi j'ai plein d'exemples comme ça, que c'était vraiment ce qu'il fallait qu'il nous arrive, et que ce qu'on a lu dans l'instant comme quelque chose qui était négatif pour nous, était en fait absolument positif, et nécessaire en tout cas pour grandir. Et vous, Alexandre, la fameuse baguette magique pour changer votre histoire? Et en t'écoutant, Quoi tu sens? là, je me disais, j'ai rien envie de changer dans le passé, mais si je pouvais diminuer le paquet d'angoisse, de
psychodrame dans l'instant présent, ce serait mon rêve. Ouais. Et oui. Oui, ce ne serait pas tellement pour changer l'histoire, mais pour aider au présent en tout cas. Non, parce qu'on est façonné par notre passé. Ouais. Et vouloir réparer, je ne sais pas, quelques fêlures dans le passé, c'est comme si on irait ce qui est maintenant. Ça ne veut pas dire que je suis fier et content, c'est super, mais ce qui est là est là. Et, oui. Et Alexandre, dans une interview que vous donnez à propos de votre livre « Vivre sans pourquoi », vous dites « Le handicap me donne une paix absolue parce que je ne sais que je ne guérirai jamais et qu'il n'y a aucun effort à faire car il n'y a même pas l'ombre d'un espoir d'aller mieux. » Oui, sur ce terrain-là, physiquement, parce que là où il y a lutte, c'est quand on croit qu'on peut changer le truc et donc ça s'engouffre des espoirs, des trucs. Mais quand on est face à un mur, soit on se le prend dans la gueule, soit on va ailleurs explorer la vie. Mmh. Parce qu'effectivement, vous rajoutez qu'il y a un côté thérapeutique du réel. Oui, oui. Et l'illusion nous coupe de cette réalité qui est nourricière. Très beau. Oui. Au-delà de cette illusion de guérir, est-ce que vous avez dû laisser d'autres illusions pour acquérir cette paix, Alexandre? L'idée d'être consolé, d'avoir son lot d'affection. Je reçois un paquet d'affection, mais si on n'a pas eu ça enfant, il y a comme un manque qui perdure. Et de voir que ce manque, il n'est pas satisfaisable, et alors c'est pas un problème. Mais tant qu'on veut satisfaire à tout prix, c'est sans issue, c'est épuisant. Et Jean-Pierre, à vous lire, il semble que l'atteinte de cette paix fut aussi une véritable quête pour vous. Et par quoi êtes-vous passé pour en arriver là, à cette sensation de plénitude, de paix? Vous disiez que vous aviez un parcours un peu mouvementé. Chaotique, très chaotique, ouais. Avec à la clé une période de ma vie avec énormément d'angoisse. J'ai dit bien d'angoisse. Hein. Et je pensais que j'arriverais jamais à quitter ces angoisses. Et un ami m'a dit plusieurs fois, mais tu ne peux pas les quitter par ta propre volonté. Il faut que tu pour traverser ce feu-là, il va falloir simplement que tu acceptes d'être une personne angoissée. Je trouvais ça super hein, comme mot. Je me disais, tiens, c'est un nouveau cacheton, là, peut-être qu'il va falloir que je l'utilise et tout. Et en fait, j'ai compris que je ne pouvais pas pratiquer cette posture volontaire pour passer à travers. Et alors là, je vais faire une confession publique, mais pendant plusieurs mois, j'ai pris comment ça s'appelle, des médocs là, pour calmer l'angoisse. Mmh. Et à un point tel que j'avais des médocs sur moi dans ma poche, et des fois je n'en prenais pas, mais il fallait qu'ils soient dans ma poche. Et un jour, je les ai oubliés. Mais réellement, physiquement oubliés, et je n'étais pas chez moi. Et je me suis rendu compte que ça allait. Quand j'ai réalisé que je les ai oubliés, il y a eu comme un tremblement de terre intime. Et j'ai vu que je pouvais soit chuter dans un affolement, ou soit regarder la chose et la laisser elle-même se passer, quoi, se dissoudre, se tamiser. Et ce qui s'est passé en fait. Mais je peux pas c'est pas le résultat d'une pratique, voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, c'est vraiment heureux, ça a été plus doux par la suite?
Comment? Par la suite, ça a été plus doux ou... Ah, mais après, ça m'a plus jamais agrippé parce que c'était comme une espèce de bestiole qui me saisissait à la gorge. Bon, probablement lié à une absorption quand même un peu outrancière de psychotropes qui avait réveillé des pans d'ombre en moi dont j'étais pas capable, avec lesquels j'étais pas capable de vivre en fait. Ils étaient trop prenants, trop lourds, trop sombres. Alors pour revenir un petit peu sur votre histoire à l'un et à l'autre, Alexandre, vous avez décrit la sortie du centre spécialisé dans lequel vous avez passé votre enfance comme d'une rencontre avec l'autre monde. Jean-Pierre, vous avez aussi été dans une école spécialisée. Oui. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces deux mondes, sur votre vécu dans ces deux mondes finalement? Moi, je me sentais profondément inadapté au règlement des institutions. J'ai juste un exemple, comme ça, j'étais dans une institution pour aveugles à Paris, et on devait marcher dans les couloirs ou dans la cour, à droite, toujours à droite. Et je me dis, mais c'est complètement crétin. Quand je vais me retrouver dans la rue, les gens, ils marchent pas à droite sur le trottoir. Je vais me les prendre en pleine gueule, quoi. Donc j'ai commencé à être très rebelle à ce moment-là et à marcher absolument n'importe où en essayant de capter, d'entendre les aveugles qui arrivaient dans l'autre sens pour les éviter. Et c'était plein de règles comme ça qui étaient complètement aliénantes et qui nous séparaient et qui nous préparaient surtout absolument pas du tout à vivre dans le monde de Monsieur Tout-le-Monde. Alexandre, vous avez la même sensation? En tout cas, la même idée? Oui, c'est aussi la sortie de ce milieu qui était vraiment délicate. Encore aujourd'hui, de savoir quels sont les codes sociaux, qui on embrasse. Il y a plein de trucs, des repères qui me manquent. Et oui, j'ai l'impression d'avoir été dressé plus que éduqué. Et donc aujourd'hui, j'ai réalisé ça en étant parent moi-même, de réaliser ce que je n'avais pas eu, c'est-à-dire un amour inconditionnel, de la tendresse, de l'affection, et pas cette espèce d'orthopédie permanente où on doit s'adapter, on doit s'ajuster, rentrer dans une norme. Ça, c'est une forme de maltraitance. J'ai quand même vraiment l'impression, je parle pour moi, qu'il y avait deux mondes, le monde extérieur et le monde de l'institution. Et dans le monde de l'institution, il n'y avait pas de tiers bienveillant. C'est-à-dire qu'un enfant dans la vie réelle, il a un problème, il se confie à un parent ou à un ami ou un truc. Là, à l'institution, il n'y avait pas un tiers bienveillant. Et ça, c'était... Aujourd'hui encore, je cherche inconsciemment ce tiers bienveillant, pour dire où je peux déposer un souci. Et l'institution, c'est coupé de la vraie vie. S'il y a des lois internes, s'il y a une non-transparence, ça peut être un espace totalitaire où il n'y a aucun jardin secret, où il y a on doit se justifier en permanence et ça peut laisser des traces. Est-ce que ça vous a laissé des traces? Oui, clairement oui. Il y a une sorte d'imprégnation. Platon, il parle de la teinture de l'éducation et je pense que ça reste. On a beau laver le linge, il y a une teinture qui est une sorte d'imprégnation. L'idée qu'il faut, je sais pas, il
faut se référer à l'autorité pour la moindre des choses. Alors, je vous remercie. Alexandre, je vais diffuser quelque chose sur l'écran et je vais vous demander de le lire, s'il vous plaît. Alors, inconsciemment, je percevais et comprenais que ma présence était pour beaucoup de personnes associée à un échec, un accident. J'incarnais pour eux une sorte de souffrance qui les culpabilisait. Ils se rendaient presque coupables de mon handicap. Je jouais le rôle d'une mauvaise conscience. Vous voulez que je continue ou vous souhaitez Oui. continuer? À plusieurs reprises, j'ai constaté que lorsque je traverse un groupe de personnes, elles se taisent, prennent un air compassé, un peu comme on soulève son chapeau au passage d'un corbillard. Et puis derrière moi, les bavardages reprennent. S'agit-il là d'un réflexe? Je l'ignore. Je me suis effectivement surpris à éprouver un sentiment semblable à l'égard d'un aveugle. C'est votre écriture, Alexandre? Oui, et ça c'est marrant de voir qu'une personne qui a vécu la stigmatisation peut stigmatiser quelqu'un d'autre. Ça immunise pas contre la connerie, j'allais dire. Et Alexandre, vous dites que le centre regorgeait d'anomalies. Alors Oui. l'un et l'autre, quel mot vous choisiriez pour définir une personne en situation de handicap? Quel terme vous utiliseriez? Si le terme il y a utilisé, je ne sais pas. Ouais. Bon, déjà, pour être handicapé, il faut donner beaucoup de crédit au regard des autres. C'est quand même beaucoup les éducateurs, les parents, les copains, qui nous disent par des gestes qu'on est handicapé. Après, si tu me demandes une définition du handicap, moi j'en ai une qui est un peu radicale. Je vous écoute. C'est le fait de, tant qu'on n'est pas aimant, on est handicapé. Alors évidemment, ça va loin, hein, mon histoire, ça va vraiment loin. Ça déborde un peu du cadre de la cécité, d'IMC ou autre. Hein. Tant qu'on n'est pas en accord avec soi, tant qu'on n'est pas tranquille avec soi-même, tant qu'on n'est pas capable de poser une parole, un acte, sans avoir un arrière-plan qui dit « mais là tu déconnes », tu as fait n'importe quoi. Enfin, tant qu'on n'a pas posé le juge intérieur, le censeur et tout ça, on est encore il y a encore des vibrillons de handicap. Alexandre, vous souhaitez rajouter quelque chose? Ou ça vous convient? C'est magnifique. Et Jean-Pierre, vous avez écrit « L'adjectif normal ne sert qu'à rassurer ceux à qui la vie fait peur ». C'est quoi votre définition de la normalité? J'en ai pas. Hein. Alexandre, vous en avez, vous? Je sais pas ce que c'est. Vous en avez une dans vos livres, en tout cas, Alexandre. Ah bon? Oui. Vous dites qui est conforme à la majorité, à la moyenne des cas ou des usages, ce qui est habituel et familier. C'est juste. Justement, et on voit très bien qu'il n'y a personne qui répond, et d'ailleurs heureusement, à ce critère. Sinon, on serait des robots prévisibles. Oui. Alors maintenant, je vais vous diffuser quelque chose, quelques images sur l'écran. Alexandre, vous avez le choix de commenter à Jean-Pierre ce que vous voyez, ou vous préférez que je le fasse? Comme vous voulez. Oh, je vais vous laisser faire, hein, si vous le souhaitez. D'accord. Il y a un panneau de signal de circulation qui marque interdit de passer sauf les personnes handicapées. Des trottoirs avec une accessibilité, des lignes pour les aveugles sur un trottoir. Ouais.
l'ascenseur, les boutons d'ascenseur en braille. Et quel est votre point de vue sur les aménagements proposés pour les personnes en situation de handicap? Bon, déjà qu'on demande aux personnes handicapées, dites handicapées, de réfléchir avec les mairies et les gens qui se penchent sur cette problématique-là. Moi, je fais un appel, je suis disponible pour réfléchir avec ceux qui me proposent. En ce qui concerne, en tout cas, la cécité. Vous avez l'impression que ce n'est pas très adapté, pas très juste? Alors moi, je n'ai pas envie de répondre à ça, je me débrouille avec ce qui est. Mais je pense qu'il pourrait nous inclure, je dis nous, là, hein, pour faire large, pour réfléchir. Moi, je ne peux pas penser pour les autres, quoi. Pour quelqu'un qui est dans une situation complètement différente, je ne peux pas penser pour quelqu'un qui vit en fauteuil. Enfin, je peux penser un petit peu, mais pas complètement, parce que ce n'est pas mon vécu. Mais par exemple, les passages piétons, avec cette voix qui parle, qui vous permet de demander finalement aucune aide, est-ce que ça vous convient? Vous avez l'impression d'une certaine autonomie? Alors, moi, je suis très instinctif. C'est-à-dire que je me pointe sur un trottoir, et puis à un moment donné, il y a une injonction intérieure qui me dit « Allez, vas-y, mon pote, traverse ». Donc, je ne fais vraiment pas attention à tous ces trucs. Là, à une époque, à Lyon, ils avaient voulu me donner un zinzin, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, pour faire parler les feux. Et ça m'a fait chier, quoi. J'avais l'impression d'être un... Alors, c'est personnel, hein. J'ai l'impression d'être un pestiféré avec une cloche. Donc, je n'ai jamais utilisé ce truc. Je pense que j'ai assez de discernement pour entendre les gens qui traversent et me mettre dans le groupe. Et puis autrement, bah, d'écouter, quoi. Même si c'est un peu compliqué avec les voitures électriques aujourd'hui. Et si vous aviez un monde idéal, il ressemblerait à quoi? Bah alors ça. Mais il n'y en a pas de monde idéal. Le monde, par essence, il ne peut pas être idéal. Alexandre? Sur quoi le monde idéal? Oui. Le passage écouté. Surtout toutes ces questions d'aménagement, finalement, d'idée de rendre plus accessible. Il y a quelque chose qui serait idéal? Il y a aussi l'aménagement des lieux de vie, des trucs, des places publiques, mais aussi, et là, les médias ont une grande responsabilité, c'est de convertir les regards sur la personne handicapée pour qu'il fasse enfin partie du paysage, parce que j'ai l'impression qu'on voit très peu de manière ouverte. Enfin, quel est le droit d'exister d'une personne handicapée aujourd'hui? Ah ouais, non mais merci de dire ça. Moi je me suis retrouvé par exemple sur des lignes là, pour les aveugles et à demander, parce qu'en fait on ne peut pas savoir où elle va la ligne. Quand on arrive dans une gare qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si elle va vers les chiottes ou si elle va vers le guichet ou vers les quais. Et j'ai déjà demandé à des gens qui m'ont dit « Mais attendez, il y a des lignes pour vous ». Et moi je trouve que finalement c'est absolument desservant. Et ce que je trouve important, c'est qu'aujourd'hui, Alexandre et moi, on puisse parler, que ça puisse être diffusé, et qu'en fait, au lieu de nous faire des aménagements, que les gens prennent conscience de nos différences, qu'on est en train d'exprimer, et qu'il y ait justement plus de solidarité humaine. C'est-à-dire que moi, je préfère me faire filer un coup de main dans la rue par quelqu'un, plutôt que de dépenser, voilà, ça ne va pas plaire à certaines gens, mais je m'en fous, des sommes énormes pour aménager pour les handicapés. Parce qu'en fait, on est en train de créer des clivages encore une fois. Alors moi, ça m'emmerde un peu. Alexandre, vous êtes donc, de cet avis? Les deux chantiers, c'est vraiment... Mais c'est vraiment capitaux. Mais moi, je privilégierais le social, la solidarité, la générosité, oui, l'entraide, tout. Le chantier se situerait ailleurs, finalement, pas tellement dans le matériel. Ben, c'est pas exclusif. Il faut bien sûr aménager, mettre des ascenseurs, des trucs, mais le combat ne s'arrête pas là.
l'engagement ne s'arrête pas là. Je veux dire, quand on est dans un métro, j'étais à Naples il y a 1 an, en Italie, et c'est écrit dans le métro de Naples, il y a sur les murs, sur certains endroits, il y a des plaques en braille. Mais ça sert à quoi? Je veux dire, il faudrait, la personne qui passe, qui est aveugle, alors les gens qui voient se disent « Ah, c'est super, il y a des trucs pour les aveugles », mais il n'y a rien pour les aveugles, on ne sait pas où elle est cette foutue plaque. Oui, Donc en fait, ce qu'il faut simplement, c'est que les gens, quand ils marchent, ce qui serait bien, pour revenir à votre monde idéal de tout à l'heure, ça serait que les gens, quand ils aperçoivent, comme quand je me balade moi en Afrique par exemple, que les gens me filent un coup de main, et le type, quand il va, son chemin, c'est plus le mien, il appelle quelqu'un dans la rue, il dit non, tu peux pas aider le monsieur qui est aveugle là pour aller. Et ça, je trouve ça fabuleux. Là je me dis, waouh, là le monde, il tourne rond, quoi. Plutôt que de mettre des plaques qui sont liées à rien, quoi. Ça montre bien la société individualiste dans laquelle on baigne. Et même la manière d'être solidaire et d'aider reste individualiste. En tout cas, votre message est passé. Je vais vous proposer de terminer ce temps ensemble. Moi, j'ai une citation de Pierre Desproges qui dit « Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement à l'heure de sa mort « Je n'ai pas perdu mon temps ». Alexandre, Jean-Pierre, avez-vous l'impression d'avoir perdu votre temps aujourd'hui avec nous? Moi, je vais juste dire, je ne vais même pas répondre à cette question que je trouve trop futile. Moi, je vais juste dire merci, parce qu'en fait, moi, d'entendre Alexandre s'exprimer et qu'il soit entendu par les gens, je me dis, mais voilà, on est en train de faire de l'humain, là. On est en train de faire de l'humain, et grâce à vous. Donc, merci à toute l'équipe. En tout cas, je vous remercie. À vous, Julie, et à tous ceux qui sont là derrière les caméras. Et à l'association qui nous invite, à tout le monde. Alors en tout cas, nous, on se retrouve encore le 13 avril pour la suite de l'édition The Place to Be. Vous échangerez tous les deux en direct sur notre plateforme Internet et vous pourrez également interagir avec les spectateurs pour répondre à leurs questions. Merci. Et je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci. Et à bientôt. Merci. Merci. Une odeur qui vous fait rêver. Frangipane. Un son que vous adorez. Le mot papa. Les cloches. Un mot que vous détestez. Non. Un défaut rédhibitoire. La prétention. Un film culte. Big Lebowski. Le moment préféré de la journée. Le meilleur ami de l'homme, c'est le lit. Quand on a fait une belle journée. Oui. Une musique que vous adorez particulièrement. Give Me Shelter des Rolling Stones. La partie préférée de votre corps. Alexandre? Oui, Joker. La dernière fois que vous avez eu honte? Ben non. Un objet que vous aimez toucher? Je référais à la question. Non, je rigole. La dernière fois que vous avez pensé que vous étiez un con? Tous les jours. Tous les jours, moi aussi. L'insulte la pire qu'on vous ait dite? Que je suis quelqu'un d'admirable, par exemple. Une action dont vous êtes fier? La fierté, j'aime pas trop. Et votre rêve actuel? Quand on essaye un autre mode de vie plus généreux. Bon, le plus bel âge de la vie pour vous? C'est incontestablement maintenant. Oui.